Alors Jacques Rigaudia, je vais dire où je l'ai connu. Je l'ai connu comme militant à la Fondation Copernic. Mais à cette époque-là, j'étais déjà un syndicaliste en retraite qui avait des souvenirs et qui savait que pendant longtemps, un des interlocuteurs des syndicats auprès du Premier ministre était Jacques Rigaudia, donc dès la fin des années, enfin dès le gouvernement Rocard, c'est ça. Et puis ensuite, il a remis ça avec le gouvernement Jospin, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc voilà pour sa carrière politique. Alors sa carrière scientifique, eh bien c'est un économiste. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison-là sûrement qu'il a occupé ces hautes fonctions. Un économiste spécialisé donc dans le droit social, mais aussi il sait compter. Vous allez vous en rendre compte quand vous regardez, enfin quand il vous parlera de son livre. Et donc, il vient de finir une fort honorable carrière de conseiller maître à la Cour des comptes. Mais il n'a pas tout à fait fini. Outre le fait qu'il écrit des livres, il est aussi, mais tu vas le dire toi-même, sinon je vais me tromper. Je préside une formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile, qui est l'ex-commission de recours, c'est-à-dire qui fait l'appel sur les décisions de l'OFPRA, enfin qui examine les cas qui ont été refusés par l'OFPRA et pour lesquels les requérants font évidemment appel. Donc on est quasiment à la dernière instance, que sinon il y a cassation devant le Conseil d'État, mais ça c'est pour le principe institutionnel, car de fait il n'y a pas... On est la dernière instance, et donc on a des séances, à vrai dire, assez éprouvantes. Enfin ça c'est un autre sujet, parce que c'est des tranches de vie... toujours très lourdes, des meurtres, des viols, des exactions, des tortures. On n'en sort pas indemne, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ouais. Voilà. Alors sur la dette, je crois qu'il faut qu'on mette les choses tout de suite sur la table. La dette, là, j'ai regardé au dernier état, c'est 2253 milliards d'euros. 2253 milliards d'euros pour l'ensemble des administrations, la Sécu, les collectivités territoriales, les hôpitaux, l'État, tout compté, c'est 2253 milliards d'euros pour un produit intérieur brut 2017. Donc ça, c'est premier trimestre 2018, c'est le dernier chiffre connu, pour un PIB, produit intérieur brut 2017 de 2292. Donc vous voyez, on tangente les 100%. On n'y est pas. Le dernier état du côté de Bruxelles, je regardais ça ce matin, on est officiellement pour Bruxelles à 97%. Voilà, 97% du PIB, mais comme il y a encore des déficits, c'est clair qu'on va s'approcher, peut-être même que l'on franchira les 100%. Il ne faudra pas vous en étonner. Alors, je vais commencer par vous inquiéter. Évidemment, 2253 milliards pour 66 200 000 Français, dernière estimation, ça fait très exactement 33 532 euros par tête d'habitant. Voilà. Donc c'est ça qu'on a tous les jours, quasiment tous les jours, quand on parle de la dette, c'est nous laissons à nos enfants une dette 30 000, 35 000 euros par tête de PIB, rendez compte, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'on dit, je crois jamais, c'est qu'en face de la dette, il y a bien sûr, comme on dit en compta, il y a des actifs. Et la comptabilité nationale, dernier état, c'est les comptes 2016, il n'y en a pas de nouveau là-dessus, comptes de patrimoine, c'est 3 320 milliards d'euros. Alors, faut pas trop se leurrer non plus sur l'évaluation, parce que évaluer le Louvre, le château de Versailles, les réseaux ferrés, les hôpitaux, la valeur de marché du Louvre et de la Joconde, évidemment. Moi j'ai fait ça, Cour des comptes, pour la Défense. Les terrains immobiliers, les vieux forts de 1870, les forts allemands sur la Moselle, etc. Les sémaphores évalués à l'euro symbolique. Enfin bon, mais au-delà de toutes ces limites, on est officiellement en comptabilité nationale avec un actif de l'ensemble des administrations publiques qui est évidemment supérieur à la dette.
On ne laisse pas à nos enfants qu'une dette. Voilà, on laisse des hôpitaux, des écoles, des universités, des réseaux ferrés, etc., etc., etc. On ne peut pas se laisser comme ça, si j'ose dire, culpabiliser et victimiser. Alors, le discours dominant, que je retrouve le passage, parce que je crois qu'il vaut quand même la peine. Ce discours, qui est le discours dominant, c'est évidemment le discours de Bruxelles, mais on reviendra à Bruxelles tout de suite. Voilà, moi il s'est trouvé que je cherchais sur la procédure de déficit excessif, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et il y a un site européen, le site de l'Union, il s'appelle Europa. Voilà, sous l'intitulé, donc c'est la partie publique, procédure de déficit public excessif. Voilà, je cite, entre 2011 et 2013, l'Union européenne a introduit des règles plus strictes pour contrôler de plus près les dettes et déficits publics et veiller ainsi à ce que les États membres ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Voilà. Donc, nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est ça le discours qu'on entend régulièrement sur le sujet de la dette. Et c'est ça que je voulais, évidemment, essayer de voir d'un petit peu plus près. Alors, pour moi, tout ça est en fait partie de Bruxelles, partie de Maastricht. Pas plus de 3% de déficit du budget, déficit de 3% du PIB, bien entendu, et pas plus de 60% du PIB. Bon. Ça, c'est les critères de Maastricht, vous vous souvenez. Évidemment, moi, à l'époque, j'ai voté contre, et peut-être qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont voté contre. En 2005, la bataille du TCE. J'étais socialiste à l'époque, j'ai fait la campagne du non pour le référendum interne du Parti socialiste, qui a été perdu 60-40, en gros. Donc la majorité du Parti socialiste à l'époque était pour le TCE de 2005, et nous étions minoritaires. Et je me suis mis en retrait du PS à partir de ce moment-là. J'ai fait partie des signataires, des 200 signataires de l'appel, et j'ai fait la campagne du non à cette époque-là. Vous connaissez ce qui s'est passé en 2005. Ensuite, évidemment, le traité de Lisbonne est revenu par la fenêtre via le Parlement. Et on s'est retrouvé après 2007-2008 dans une situation de crise, de crise économique et par conséquent aussi sociale. Et à cette époque-là, tous les États membres ont explosé les compteurs de Maastricht. Et évidemment, quand les limites sont franchies, il faut s'en fixer de nouvelles. Et vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé en 2012, le TSCG. Le TSCG, donc c'est 2012, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Voilà. Vous vous souvenez sans doute comment ça s'est passé, après que le candidat soit devenu président de la République, après avoir dit que la finance était son ennemi. 15 jours après le deuxième tour des législatives, il a été à Munich, il y avait un conseil européen, Munich c'est quand même un beau symbole, et il a accepté, alors qu'il avait dit le contraire dans sa campagne, il a accepté le traité, moyennant le plan Juncker, qui était un pseudo-plan de relance sur lequel je reviendrai plus tard. Il a accepté, et le TSCG a été validé en octobre 2012 par la majorité qui était une majorité en principe à gauche, contrairement aux promesses de campagne. Alors, le TSCG, je ne sais pas si vous en souvenez, ça commence à être loin, mais enfin, c'est quand même hard. Il y a, pour l'essentiel, 3 choses. Il y a introduction dans les systèmes juridiques nationaux, je cite, des dispositions contraignantes permanentes et de préférence constitutionnelle permettant de mettre en œuvre la règle de l'article 3 du TSCG, et je vous rappelle ce cher article 3. La situation budgétaire des administrations publiques d'une partie contractante, donc des États membres, et de toutes les administrations publiques, donc y compris la Sécu, les colloques, etc., est en équilibre ou en excédent. C'est-à-dire qu'on se met sur la contrainte absolue
absolue d'une absence de déficit, ce qui est une innovation totale du pouvoir d'État. Deuxième règle, c'est le renforcement de la procédure de déficit excessif. Donc c'est une procédure qui contraint les États membres dont la monnaie est l'euro et dont le rapport entre le déficit public ou effectif dépasse les 3%, de les inciter à revenir fortement et rapidement en dessous des 3% de déficit. Enfin, c'est pas le moins, troisième point, obligation pour les États membres, et ce sont des citations du traité, obligation pour les États membres dont la dette publique dépasse la valeur de référence de 60%, de la réduire à un rythme moyen d'un 20e par an. Un 20e par an. Vous voyez bien ce que ça veut dire. On est en gros, on est à 100%, la France. On doit revenir à 60%. 100 moins 60, ça fait 40. En 20 ans, 40 points de PIB en 20 ans, c'est 2 points par an. C'est-à-dire qu'il faut rembourser dans cette lettre du traité, du TSCG, il faudrait rembourser chaque année 2 points de PIB et 2 points de PIB à 2200 et quelques, 2000, je ne sais plus combien, 300 milliards, c'est quand même de l'ordre de la cinquantaine de milliards tous les ans, c'est-à-dire le budget de l'éducation nationale qui passe à la trappe. Remboursement de la dette. Voilà ce qui a été accepté en 2012, sans moufter, sans demander un référendum, contrairement aux promesses qui avaient été faites pendant la campagne. Alors, ça, c'est la situation. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, évidemment, ces critères sont des critères totalement aveugles, accessoirement stupides. Ça, c'est pas ça notre sujet aujourd'hui, mais ce sont les institutions que l'on s'est données. Or, si l'on regarde ailleurs, le Japon est aux alentours de 200% du PIB, les États-Unis doivent être à 120-130% du PIB. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tout simplement parce qu'il y a quand même des conditions particulières. Le sujet, c'est pas la dette en soi. Au Japon, il ne se passe rien, ils sont pas très bien, mais enfin, c'est pas la dette qui leur pose l'essentiel du problème, parce que c'est détenu pratiquement à 100% par les Japonais, dont la moitié par la banque du Japon. Or, les mêmes institutions européennes interdisent aux banques centrales de prêter aux États. Donc, on ne peut pas être dans la situation du Japon. Aux États-Unis, la Fed achète de la dette au Trésor et monétise la dette, ce qui est interdit à la Banque centrale européenne. Et donc on est dans cette situation particulière où on est contraint de tous les côtés à être, on dirait, vertueux au sens le plus masochiste que l'on puisse trouver. Alors, enfin, c'est ainsi, ce sont les critères dans lesquels on est et dans lesquels on nous juge. Je voudrais dire illustrer en tous les cas, à partir justement de la dette de la sécurité sociale, un des problèmes qui se posent, et j'y reviendrai ensuite, mais la dette de Maastricht est une dette brute, c'est-à-dire elle totalise l'ensemble de ce qui est dû, sans défalquer en rien ce que l'on détient. On détient des liquidités, c'est la dette nette, des comptes courants, des comptes d'épargne, etc. Et puis, ce qui n'est absolument pas pris en compte, c'est les actifs financiers que l'on détient par ailleurs. Et de ce point de vue-là, la dette de la sécurité sociale est particulièrement exemplaire, parce que, et c'est là-dessus que je voudrais rester un moment, en 2017, alors la structure de la dette, peut-être que je le dise pour que les choses soient claires, la structure de la dette, en gros, c'est 80% de dette État, c'est lié à l'État, c'est la dette de l'État, 10% collectivités locales, mais les collectivités locales, vous le savez sans doute, n'ont pas le droit de faire du déficit sur leur section de fonctionnement, donc à chaque fois, c'est des emprunts pour investir. Donc il y a de l'actif physique qui est derrière, parce que ça, ils s'en foutent royalement du côté de Maastricht.
Et la sécurité sociale présente un autre cas, et donc la sécu c'est 10%, voilà. 80% État, 10% collectivité locale, 10% sécurité sociale, en gros. Mais les administrations de sécurité sociale ont cette particularité d'avoir une dette qui est de l'ordre de 230 milliards. Hein, voilà. 230 milliards. Une dette nette, parce que comme il y a beaucoup de prestations, il y a quand même du cash qui est évidemment inférieur, de l'ordre de 180, 170 milliards. Et puis, une dette que moi j'ai appelée dans mon bouquin Supernette, c'est-à-dire qui tient compte de l'ensemble des actifs qui sont détenus, je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure, qui est de 31 milliards. C'est-à-dire que la dette Maastricht de la Sécu, c'est 230 milliards, mais une fois qu'on a enlevé les sous qu'on a en caisse et les actions, les actifs financiers qui sont détenus par les institutions de sécurité sociale, on n'a plus que 30 milliards. Hein, voilà. Donc vous voyez bien que le critère, la dette brute, qui est le critère au travers duquel on regarde l'endettement des États, est un critère, je dirais, qu'aucun analyste financier sérieux n'utiliserait, en tous les cas n'utiliserait seul. Hein. Il faut voir que c'est vraiment un choix délibéré pour, je dirais, maximiser l'apparence de ce qui est dû. Alors, puisqu'on est sur la dette de la sécurité sociale, je ne sais pas si vous avez bien en tête les modalités un peu compliquées de financement de la Sécu, de la dette de la Sécu. La dette de la Sécu est donc bloquée maintenant, elle est grosso modo, ils sont en l'équilibre. Hein. Globalement, les administrations de sécurité sociale, contrairement à ce qu'on dit, sont en équilibre aujourd'hui, seront en excédent demain. C'est ce qui est prévu. Alors évidemment, demain, personne ne maîtrise totalement, mais enfin, le niveau de suréquilibre des administrations de sécurité sociale est patent pour l'avenir proche. J'y reviendrai. Le financement de la dette de la Sécu, c'est un machin qui s'appelle la CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale. Elle reçoit des sous, et avec ça, elle rembourse les 200 et quelques 30 milliards qu'il y avait encore en 2016. Reçoit la CRDS, contribution pour le remboursement de la dette sociale, un petit bout de CSG. Ça, c'est l'essentiel, ça fait 15-16 milliards par an, peut-être 17 aujourd'hui, qui permet de rembourser les 230 qu'il y avait encore en 2016. Puis il y a un autre machin qui s'appelle le Fonds de réserve des retraites. Ça s'appelle le Fonds de réserve des retraites. Je connais bien parce que Louis l'a rappelé, j'étais le conseiller social de Lionel Jospin, et nous avons créé, mis la main au décret qui a institué le FRR, le Fonds de réserve des retraites. On avait mis des sous de côté sur les privatisations, etc. Donc c'était des sous qui avaient été mis de côté, plusieurs dizaines de milliards, pour pouvoir passer la difficulté de la bosse des gens du baby-boom qui arrivait à la retraite. Il y avait une bosse démographique, et ça permettait de passer un moment qui était difficile, qui était tendu sur le financement des retraites, du seul fait de la démographie. Depuis 2011, le fonds de réserve de retraite ne sert plus du tout à payer des retraites. C'est fini. En fait, c'est un fonds totalement dédié à la finance. Ils gèrent leur stock d'actions et d'obligations. Ils ont 35 milliards en stock. Et ils se font du 5 à 6% par an de rendement. C'est un truc totalement financiarisé maintenant. Plus rien à voir avec les retraites. Et ils versent jusqu'en 2023 ou 2024 un peu plus de 2 milliards par an à la CADES pour l'aider à rembourser. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a manifestement un détournement du fonds de réserve des retraites. Toutes les projections qui sont faites et refaites par la COS en particulier, depuis des années, montrent que tout montre que la dette de la sécurité sociale, des administrations de sécurité sociale, sera remboursée en 2023-2024. C'est demain. C'est demain. Mais quand vous regardez dans la presse, c'est le déficit de la Sécu, il faut se serrer la... Voilà, il faut
il faut serrer les boulons en permanence. Et si vous lisez les rapports de la Cour des comptes, c'est ce que dit à longueur de rapport sur la Sécu la Cour des comptes. Mais c'est pas du tout ce qui est anticipé du côté de Bercy. Parce que d'ici en 2021-22, dès l'année prochaine, l'ensemble des administrations de sécurité sociale dégagera à peu près 20 milliards par an d'excédents. 20 milliards d'excédents par an. Et donc il y a 1, 2, 3 questions qui se posent. La première, c'est en 2024, la CADES aura fini son boulot, il n'y aura plus de dettes à rembourser, très probablement. Qu'est-ce qu'on va faire de la CRDS et qu'est-ce qu'on va faire de la fraction de CSG qui est affectée aujourd'hui à la CADES? Est-ce qu'on va supprimer la CRDS? Est-ce qu'on va réaffecter la CSG, je ne sais pas, aux retraites, à l'assurance maladie? 15 milliards par an, c'est quand même pas tout à fait 15 milliards d'aujourd'hui, en tous les cas par an. C'est un sujet que personne n'aborde. On met l'accent sur un éventuel déficit aujourd'hui, qui n'existe plus. Deuxième question, le fonds de réserve des retraites, j'ai dit, c'est un machin qui est complètement financiarisé, qui a 35 milliards. J'ai regardé un peu en faisant des coins de table. Compte tenu des rendements qu'il a aujourd'hui, il devrait avoir en 2023-2024 quelque chose comme 25 à 35 milliards. Il arrive à maintenir son stock même en payant tous les ans 2 milliards à la CADES. Qu'est-ce qu'on va faire du fonds de réserve des retraites à l'horizon 2023-2024 quand la dette sera remboursée? Est-ce que le fonds de réserve des retraites va redevenir un fonds de réserve des retraites? J'aimerais bien, je suis retraité, donc ça m'intéresserait, si je suis encore en vie à ce moment-là, de pouvoir enfin voir du côté des retraites ce qui avait été mis de côté en 2000. Ou bien est-ce que les 35 milliards du fonds de réserve des retraites vont servir à financer au hasard une diminution de l'impôt sur les sociétés, voire une baisse de cotisation qui remplacera le CICE comme ça se fait en ce moment. Autrement dit, comment la Sécu est mise artificiellement en tension pour pouvoir financer des obligations qui en principe reviendraient à l'État et sur des choix politiques sur lesquels moi je ne reviendrai pas ici. Voilà. Donc la première chose, c'est que faire de tout ça, et tout ça, je dirais, personne véritablement n'en parle. Et donc, je crois vraiment que de ce côté-là, du côté de la sécurité sociale, on a un vrai sujet qu'on pourrait peut-être mettre sur la table. Je dis ça parce qu'il y a un document étrange qui s'appelle la loi de programmation des finances publiques. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on a Maastricht, tous les ans en septembre, la France doit remettre sa feuille de route et programmer ses finances publiques en pluriannuel, et ça fait l'objet ensuite d'un débat au Parlement, ça s'appelle tous les ans la loi pluriannuelle de programmation des finances publiques. Donc, tous les ans, en octobre, il y a un débat là-dessus. Personne ne regarde ce document, me semble-t-il. Moi, j'ai mis mon nez, évidemment c'est dans les annexes, hein, c'est pas dans le corps du texte, et je vais vous lire ce qui est marqué à ce sujet, dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Dans cette trajectoire, je cite, il est fait l'hypothèse conventionnelle d'une contribution du secteur ASSO, donc administration de sécurité sociale, à la réduction du déficit de l'État sous forme de transfert dès 2019. Ce transfert stabilise l'excédent ASSO hors CADES et FRR sur toute la période à un niveau légèrement supérieur à l'équilibre. Je traduis, si ce n'est pas assez clair. La Sécu est en excédent. Moi, l'État, je lui pompe son excédent. Je la laisse tout juste à l'équilibre. Ce choix neutre pour l'ensemble des APU, oui. L'État récupère l'excédent de la Sécu et il dira la Sécu est tout juste à l'équilibre. Ce choix neutre sur l'ensemble des APU, donc des administrations publiques,
reflète aussi le fait qu'une contribution des sous-secteurs revenus à l'équilibre reste nécessaire. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est écrit noir sur blanc, évidemment dans une lointaine annexe d'un document que personne ne regarde, et surtout pas la presse, et pas suffisamment les parlementaires, mais les choses sont dites. Les choses sont dites. La Sécu est à l'équilibre en ce moment, va être en excédent, et on la remet tout juste à l'équilibre, on la remet en tension en lui pompant ses excédents naturels. Voilà. Et après, on va disserter sur la dette, qu'il faut serrer la ceinture, etc. La dette, en l'espèce, sert à justifier une politique de restriction. Mais tout le monde sait, en tous les cas dans l'administration, ce qui se passe véritablement. Je n'ai pas l'impression que la presse en fasse véritablement l'écho. Ça, c'est mon premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est un truc que là aussi personne, je crois, ne connaît. Les parlementaires à qui j'en ai parlé sont stupéfaits. Enfin, c'était leur boulot ou celui de leurs assistants qui a dû regarder d'un petit peu plus près. Ça s'appelle les primes d'émission. Donc là, je ne suis plus dans la Sécu, je suis du côté de l'État. Les primes d'émission, c'est quelque chose qui est banal sur les marchés obligataires. Les primes et les décotes. Prime, c'est le positif, décote, c'est quand il y a de la moins-value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'émets des bons du Trésor à 10 ans, j'émets pour 10 000 euros par bon, et je verse chaque année un intérêt de 1%, soit un coupon de 100 euros, si je ne me trompe pas. Or, le taux sur le marché obligataire n'est pas de 1%, j'ai regardé hier, à 10 ans, il est de 0,63. Autrement dit, en versant chaque année 100 euros, je verse trop par rapport à la situation des taux d'intérêt sur le marché obligataire. Pour neutraliser ça, celui qui achète des bons du Trésor, j'ose dire, rembourse par avance, c'est un peu sophistiqué, voire pervers, rembourse par avance ce qu'il va recevoir ensuite en trop. Alors tout ça, c'est un peu compliqué parce que c'est neutralité actuarielle, hein, bien entendu, donc il y a des machins, il y a des calculs, mais en gros c'est ça, sur le principe, c'est moi qui vais acheter un truc qui me versera ou je recevrai trop chaque année pendant 10 ans, je rembourse par avance le trop perçu. D'accord? Ça, c'est les primes d'émission. Puis en sens inverse, c'est les décotes. Donc, mais ce qui m'intéresse là en ce moment, c'est les primes d'émission. Donc, l'État reçoit dans ce type de situation des sous. Voilà. Hein, vous comprenez bien le principe des primes d'émission. Ce truc-là, c'est ce qu'on appelle donc des produits constatés d'avance. Quand je m'abonne à un journal, c'est un truc simple, enfin vraiment banal en comptabilité, je m'abonne à un journal, Louis publie, je ne sais pas quoi, Savoir Agir, je m'abonne pour les 5 prochaines années, je lui verse mon abonnement pour 5 ans à compter du 1er octobre. Donc, ce que je lui verse servira à payer des trucs entre le 1er octobre et le 31 décembre, et puis ensuite s'étalera. Donc, il met des sous, il a des sous qui vont être utilisés tout de suite, mais octobre, novembre, décembre, 3 mois sur cette année, et puis ensuite 1 année, 2 années, 3 années, etc. Donc, c'est des sous qu'il doit provisionner, qu'il doit mettre de côté. Donc, en comptabilité, ça s'appelle les produits constatés d'avance, et ça figure au passif. Et chaque année, Louis récupérera une partie qui correspond à mon abonnement, 3 mois cette année, 12 mois l'année prochaine, 12 mois, etc. Vous voyez? Bon, donc c'est libéré chaque année. C'est la même chose pour les obligations, pour les primes d'émission sur les obligations. Et donc, l'État émet cette année à 1% sur un taux de marché qui est à 0,63. Il perçoit 1 moins 0,63, donc ça fait 0,37
pour 10 ans, il le met de côté, et chaque année, pendant 10 ans, ça sera libéré et versé, sorti des produits constatés d'avance, versé en compte de résultats, et ça vendra la trésorerie. Mais ce que je vous décris là, qui est peut-être un peu compliqué, c'est quelque chose qui existe en comptabilité, en droit constaté. Hein, c'est-à-dire qu'il y a j'ai un droit ou j'ai un droit d'abonnement que je verse, et toi tu dois me donner le journal tous les ans, tous les jours, toutes les semaines, je ne sais pas c'est mensuel ton truc, trimestriel. Donc c'est un droit constaté d'avance. L'État a deux comptabilités. Une comptabilité de caisse, c'est le budget, ce qui rentre, ce qui sort, mais il n'y a pas les obligations juridiques ne figurent pas. C'est juste entrée-sortie. D'accord ? Et puis, depuis 2006, je crois, 2004, depuis la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, il est obligé de tenir une comptabilité en droit constaté, qui est inspiré de la comptabilité privée, hein, tout simplement. C'est le plan comptable général qui s'applique sous des modalités particulières à l'État. Et ça donne lieu à un document qui s'appelle le compte général de l'État, qui sort quelque part en avril-mai, au moment du débat sur la loi de règlement. C'est-à-dire le budget exécuté, les parlementaires regardent ce qui a été fait sur le budget. Ils ont voté un budget prévisionnel, et ils regardent quand c'est arrivé. Alors, en fait, ils ne regardent rien, puisque c'est déjà dépensé, ça ne les intéresse pas. Et le compte général de l'État n'est regardé par personne. Personne. Or, ce qui est regardé, c'est la comptabilité budgétaire, entrée-sortie. Et en entrée-sortie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette année, tu as eu de la trésorerie. Et la trésorerie de l'État, vous le savez bien, elle est totalement universalisée, c'est une unité de caisse. Et donc, ce qui est libéré chaque année, qui est identifié en droit constaté, du côté de la comptabilité budgétaire, ça figure dans autres ressources de trésorerie. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Les parlementaires n'en savent rien. Donc, il faut regarder le compte général de l'État, ce que personne ne fait. Et ça fait beaucoup pour l'État. Je voulais quand même expliquer, parce qu'il y a quand même un mécanisme, je dirais, de méconnaissance totale sur quelque chose qui n'est pas tout à fait rien, parce que c'est banal en temps ordinaire, en gros c'est 1,5 milliard, mais c'est aussi, en net, ça fait pas loin de zéro d'une année sur l'autre, parce que les décotes compensent grosso modo d'une année sur l'autre les primes d'émission. Sauf qu'on est dans un cas particulier, depuis 2007-2008, on est dans une situation de taux bas, voire de taux négatif. Je regardais encore hier, justement pour aujourd'hui, hier encore, les taux étaient négatifs à moins de 6 ans. C'est-à-dire que l'État emprunte en ce moment à des taux négatifs, donc ça lui rapporte des sous, les gens payent pour pouvoir emprunter, jusqu'à 5 ans. Et 0,63 à 10 ans, je ne sais pas si vous voyez, alors que l'inflation en instantané est à 2,9 en ce moment. Donc c'est intéressant. Mais ça veut dire que l'État reçoit des paquets de primes d'émission, et ces paquets, c'est un tel paquet qu'il y en a eu pour 90 milliards, un peu plus de 90 milliards depuis 2006. Un peu plus de 90 milliards. Et l'année dernière, c'était 12 milliards, l'année précédente, c'était un peu plus de 20 milliards, en 2015, c'était 25 milliards, etc., etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'argent, et cet argent n'est examiné par personne. Pourtant, c'est de l'argent qui est utilisé en trésorerie, comme on dit, par l'administration, sans aucun contrôle parlementaire. Si j'ai dit ça, c'est d'une part pour montrer qu'il y a un problème de déficit, pour le moins démocratique, sur ce truc-là que personne ne regarde, et puis pour dire que ça pose un problème du côté de la charge d'intérêt. La charge d'intérêt, on nous dit, c'est exorbitant, c'est 40 milliards. C'est la charge brute d'intérêt. La charge brute d'intérêt.
Mais cette charge brute d'intérêt, c'est une charge avant déduction des primes d'émission, de l'imputation des primes d'émission chaque année. Car si l'État paye effectivement 41 milliards, sur ces 41 milliards, il y en a une dizaine en réalité qui est payée par l'imputation annuelle des primes d'émission. C'est-à-dire que la réalité, les intérêts nets, c'est 30 milliards. C'est beaucoup, mais c'est pas 40 milliards. Mais c'est pas 40 milliards. C'est pour ça que tu appelles ton livre la dette arme de dissuasion sociale. Mais oui, parce que je dirais pas qu'on nous ment, mais il y a un discours qui est un discours qui ne correspond pas à la réalité, et tout ce qui pourrait être, je dirais, à des charges. Voilà. En tant que magistrat, si j'ose dire, c'est une instruction à charge. Il n'y a pas du tout la décharge nécessaire qui figure dans des documents, mais c'est un peu comme dans les contrats d'assurance, c'est-à-dire que c'est dans une annexe, dans un document que personne ne regarde, dans une annexe au rapport financier, etc. Il faut vraiment se coltiner ça, et ce que, je dirais, personne ne fait. Alors, ça, c'est pour montrer qu'il y a quand même du maquillage, pour le moins, qui est fait sur la dette. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va se mettre dans les clous de Maastricht par rapport à la dette? Je l'ai dit tout à l'heure, le projet de Macron, c'est très clairement oui. Très clairement oui. Il a déclaré, il faut que je retrouve là aussi la page, voilà ce qu'il a déclaré devant la Cour des comptes, réunion de rentrée, séance de rentrée solennelle de la Cour des comptes, le 22 janvier dernier, 2018. Ce qu'il a dit à la Cour, c'est réduire la dette de 5 points de PIB d'ici à la fin de son quinquennat, par une baisse annuelle des recettes publiques d'1 point et au prix d'une réduction de 3 points de la dépense. Réduire la dette de 5 points de PIB d'ici à la fin du quinquennat par une baisse annuelle des recettes publiques d'1 point et au prix d'une réduction de 3 points de la dépense. C'est-à-dire que pour mettre... il fait vraiment le choix, de l'austérité. Et il confirme en fait ce que je vous ai lu tout à l'heure sur de la loi de programmation des finances publiques. C'est tout à fait ça. Il met les finances publiques sous tension, il diminue de 1 point. Le projet, il le fera pas, ça c'est un autre sujet, mais son projet c'est bien celui-là. C'est de rentrer dans les clous, non pas de Maastricht, mais du TSCG, c'est-à-dire de réduire progressivement la dette en la remboursant. Et en imposant non seulement une baisse des dépenses, mais puisqu'il veut aussi une baisse des recettes, en part relative par rapport au PIB, en surdiminuant les dépenses. 3 points de dépenses, encore une fois, c'est 75 à 80 milliards par an. 75 milliards par an. L'éducation nationale, c'est 50 milliards. Les ministères de la justice, de la culture, du travail et de la jeunesse et des sports, c'est 20 milliards. Voilà. C'est-à-dire que son projet, tel qu'il l'énonce, et qu'il le fera, on verra, mais tel qu'il énonce, c'est ça, c'est supprimer tous les ans l'équivalent du budget de l'éducation nationale et des ministères que je viens d'évoquer. C'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Bon, ça c'est son projet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des camarades qui disent on s'en fout, on ne remboursera pas, c'est illégitime. Tu en connais quelques-uns, tu viens peut-être de les rencontrer d'ailleurs, non? Non, à Copernic, c'est pas ça. Bon, enfin. C'est une position. Pas en Grèce quand même. On n'est pas en Grèce. Il y en a qui ont. Ouais. On n'est pas, oui, non, mais justement, quelle est la différence? Je dirais ça peut se discuter. La différence, c'est que l'austérité imposée à la Grèce a fait que la dette aujourd'hui est de 180% du PIB. Elle était de 130% du PIB. Je cite de mémoire, mais enfin, c'est en gros ça.
était de l'ordre de 130% avant l'austérité. Voilà. Donc voilà le résultat. Alors, enfin, le résultat, c'est aussi le chômage, la pauvreté, le système de santé qui est complètement dans les choux. C'est on vend le Pirée, on veut vendre des îles ou je ne sais pas quoi. Enfin, on brade le patrimoine public, on privatise les transports. Enfin, bon, voilà, les recettes libérales, je dirais, traditionnelles, appliquées avec sadisme. Non, mais est-ce qu'on en est là? Non. Non, on n'en Non. est pas là, mais moi je dirais que c'est le projet. Ouais. C'est le projet. Parce que vous voyez bien que passer de 100% à 60%, hein, pour faire simple, faut déjà, on est en gros à -3. Il faut déjà passer de l'autre côté du miroir, passer d'un territoire négatif budgétairement à un territoire positif. Hein. Et quand tu es en territoire positif, tu dois dégager 2 points par an pour rembourser la dette. Enfin, il faut que tu continues à payer tes intérêts. D'accord ? Donc, voilà, en moyenne sur 40 ans, disons que ça fait 3 points de PIB, tout compris. D'excédent budgétaire. Ça, je dis, c'est sur 20 ans, bah, c'est 2 fois la Grèce. Voilà, c'est 2 fois la Grèce.